au même niveau. Question simple, quel âge a l'IA, d'après vous? Quand est-ce qu'elle a été inventée? Une idée? 20 ans, 30 ans, 15 ans, plus, moins. Concrètement, dans la vie de tous les jours, l'IA, on l'utilise tout le temps, partout. Et je ne parle pas que de ChatGPT, vous avez des idées d'utilisation de l'IA? Il y a beaucoup? Comment? Résoudre la faim dans le monde. Résoudre la faim dans le monde, oui. Mais plus concrètement, en fait. La saisie vocale pour les messages. Par exemple, saisie vocale pour les messages, ouais. La météo, le GPS. Et depuis quand ChatGPT, le fameux ChatGPT, depuis quand est-il accessible au public? Depuis quand est-ce que nous, on peut l'utiliser? 3 ans. 3 ans. Novembre 2022. Et que veut dire ChatGPT? Alors on va commencer par répondre à ces petites questions et voir un petit peu l'histoire et l'évolution de l'IA. Les premières questions. Quel âge a l'IA? 70 ans. L'IA a été inventée, théorisée, a été commencé à travailler en 1956. En 1956, aux États-Unis, il y a une conférence de Dartmouth, qui regroupe 20 chercheurs, 1956. Sur les 20 chercheurs de cette conférence, seulement 6 assistent à l'entièreté des débats. Ces 6 chercheurs partent du principe, et c'est là-dessus qu'ils vont baser tous leurs séminaires, ils partent du principe que tout aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut en principe être décrit avec une précision telle qu'une machine peut le stimuler, le simuler. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire oui. À l'époque, en 1956, c'était la base. Alors, cette conférence, ils annoncent l'objectif. Et l'objectif, il est clair. L'objectif ultime, en 1956, avant même de commencer à travailler, c'est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Ça, c'est leur objectif en 1956. Peut-on dire aujourd'hui que leur objectif est atteint? Et voilà les gens en question. En 1956, voilà les parrains, les pères fondateurs de l'IA au niveau intellectuel. Aujourd'hui, ils sont devenus ceux-là. Je vous invite à faire le jeu des ressemblances. Je pense que le monsieur barbu, on peut le reconnaître. Il n'a pas beaucoup changé depuis 70 ans. Alors, durant ce séminaire, durant cette conférence, ils tenteront de découvrir comment rendre les machines capables d'utiliser le langage. Comment rendre les machines capables de former des abstractions et des concepts. Et comment résoudre les types de problèmes aujourd'hui réservés à l'être humain. Dès 1956, ils pensent aussi que la machine va s'améliorer elle-même. Ils pensent qu'un progrès significatif peut être accompli sur un été, avec un petit groupe de personnes. Bon, ça devient un peu plus longtemps qu'un été. Mais 70 ans après, je pense que utiliser le langage, oui, ChatGPT et les autres le font, former des abstractions et s'améliorer elle-même, c'est exactement ce qu'elles sont en train de faire maintenant. 70 ans après, donc, on y est. Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu 70 ans et qu'ils ne l'ont pas fait directement en 56, 57, 58? La taille des machines. Un ordinateur en 1955, ça ressemblait à ça. Donc en termes de miniaturisation, en termes de puissance de calcul, en termes de rapidité, et puis évidemment en termes de données à nourrir, il n'y avait pas encore les moyens. En tout cas, en 1956, on y était, pour qu'aujourd'hui, concrètement, dans la vie de tous les jours, il y a quand même des utilisations qu'on sait, d'autres peut-être qui sont plus cachées, on va dire. La navigation, le GPS, évidemment. Mais dans votre voiture, dans la mienne par exemple, peut-être dans les vôtres aussi, quand je vais un petit peu trop sur le côté, que je rogne la ligne, mon volant se remet automatiquement. Le cruise control s'adapte à la voiture devant moi. Les phares s'allument ou s'éteignent. Les essuie-glaces se mettent en activité ou pas. Tout ça, évidemment, sont liés à l'intelligence artificielle. Évidemment, la publicité ciblée, c'est pas le plus sympathique, mais on le vit au quotidien. Les prévisions météo, par exemple, qui sont hyper locales. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez dire dans une demi-heure, il va arrêter de pleuvoir, ou dans une heure, il va se mettre à neiger. C'est quand même assez précis. Les saisies prédictives, depuis bien longtemps, les plus anciens d'entre nous se rappellent du dictionnaire T9. C'était un petit peu le début. Maintenant, aujourd'hui, on a beau dire c'est le correcteur qui s'est trompé, mais le correcteur, il utilise l'intelligence artificielle pour vous proposer les mots suivants. Alors évidemment, quand vous êtes sur Netflix, Spotify, Prime, Amazon, sur n'importe quelle plateforme de streaming que vous utilisez, l'IA est là.
non seulement évidemment pour, grâce aux algorithmes, vous proposer des choix qui, normalement, devraient vous convenir d'après vos goûts, mais ils vont plus loin. Dans Netflix, par exemple, si vous avez plusieurs comptes, en fonction de l'IA, eh bien, les affiches des films changent. Le même film, l'affiche change selon que ce soit moi ou ma fille ou mon fils qui le regarde et qui regarde Netflix. C'est l'IA qui s'adapte. Pour me donner envie à moi ou à mon fils de 15 ans de regarder le même film, on met pas la même affiche. Alors il y a des choses quand même plus sympathiques, par exemple sur les boîtes mail, les filtres anti-spam, les filtres anti-phishing. S'il n'y avait pas ces filtres-là, nous serions inondés de mails non désirés. Actuellement, 90% du trafic des mails tombe directement dans des boîtes spam ou dans des boîtes de corbeille. 90% du trafic général. Imaginez votre boîte mail. Déjà, vous en avez plein que vous ne voulez pas lire et que vous recevez quand même. Grâce à l'IA, vous ne les recevez quand même pas tous. Alors, il y a évidemment les questions énergétiques sur le téléphone. Avant, on disait qu'il ne faut pas brancher le téléphone toute la nuit parce que maintenant, l'IA fait en sorte qu'il s'arrête 20% avant et puis qu'il se remet en route au moment du réveil. Il s'adapte en fait à votre rythme de sommeil. Peut-être avez-vous déjà remarqué que à l'heure habituelle où vous vous levez, vous avez des notifications qui apparaissent tout à coup. Il n'y en avait pas une heure avant, il n'y en aura plus une heure après. Il a décidé que vous vouliez se faire par habitude. Donc tout ça, c'est un petit peu dans la vie de tous les jours. L'IA, concrètement, elle est omniprésente, même si on ne s'en rend pas compte. Quand est-ce que ChatGPT est devenu accessible au public? Vous l'avez dit directement en 2022. Alors, c'est pas pour ça que ça a été inventé en 2022, évidemment. ChatGPT, d'abord, a eu une phase de recherche qui n'était pas accessible au public. C'était pour les chercheurs, pour les gens qui les utilisaient, par exemple, pour des programmes bien précis. Imaginez, par exemple, tous les programmes de jeux d'échecs. Jouer aux échecs contre l'ordinateur, comme on dit. Forcément, c'est une intelligence artificielle. Avant même qu'on ait accès, nous, public, à l'intelligence artificielle pour la prompter, voire la dompter, je ne sais pas si on peut le dire. Avant même ça, évidemment, on l'utilisait autant dans les jeux, etc. Donc elle était déjà développée. De GPT-1 à GPT-3, c'était l'ère de la recherche. 2018-2022, on n'y avait pas accès, nous, grand public. Puis, 2022, tout à coup, GPT 3.5 et puis GPT 4. C'est l'explosion grand public qui arrive, c'est sur le marché, ça arrive, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut s'inscrire gratuitement, pas encore trop de limites. On découvre l'outil, on ne sait pas très bien ce qu'on peut en faire. On a un wow effect, c'est chouette, il nous parle, il nous répond, il nous dit des trucs. C'est sympathique. Et puis, avec la version 4O, ça devient multimodal. Il ne fait plus que dire du texte, il crée des images, il lit des images, il fait des vidéos, de la musique, etc. Multimodal. La série 01, O1, pardon, O1. La série O1 de ChatGPT, lancée en 2024, fait vraiment là le switch, où on rentre dans le raisonnement. Avant, il ne raisonnait pas trop, il donnait automatiquement. Là, maintenant, dans les spécificités, il y a ce qu'on appelle la chain of thought, la chaîne de pensée, le raisonnement. C'est un peu comme si je vous demandais, même au meilleur des profs de maths parmi vous, si je vous dis 6 x 6. 6 x 6. Qui a dit 54? 6 x 6, 36 évidemment, et vous pouvez le dire sans problème. Ça, c'est l'équivalent des premiers ChatGPT. Si je vous dis 6 x 3257,82, vous allez avoir plus de mal. Mais vous pourriez y arriver si je vous donne une feuille et un pic et que je vous demande de poser l'addition. Et bien ChatGPT, c'est pareil. À un moment, la grande évolution avec le O1 a été de dire en quoi ChatGPT, prends le temps de réfléchir, pose-toi 2 minutes. Comme un élève, comme un adulte, comme un humain. Aujourd'hui, en 2025, on est à la version 5 et 5.1, 5.2. Aujourd'hui, la 5.2, il parle déjà de la 6, je ne sais pas jusqu'où ils iront. Aujourd'hui, c'est la 5.2, c'est-à-dire la version qu'on appelle agentique. Elle peut agir, elle peut créer des agents qui vont agir à votre place. Par exemple, aller voir votre boîte mail pour répondre automatiquement. On peut commencer à faire des flows de travail. Pas nous, évidemment, enseignants, ça va moins nous concerner, mais dans les entreprises, dire tous les jours à telle heure, tu ouvres tes mails, ceux qui viennent de tel endroit, tu fais ça, ceux qui viennent de tel autre endroit, tu fais ci. Et on peut commencer vraiment à organiser son travail avec des agents qui vont commencer à travailler à notre place. Pas à notre place, nous, évidemment, parce que les agents ne vont pas créer un cours et en fait à ma place, mais ils peuvent répondre à un mail. Ça, c'est l'aspect agentique. Alors aujourd'hui, les chiffres annoncés par ChatGPT sont 1 milliard d'utilisateurs par semaine sur ChatGPT uniquement.
uniquement sur ChatGPT. 1 milliard par semaine d'utilisateurs, sachant qu'on est plus ou moins 8 milliards et demi, sachant que l'Inde et la Chine, les deux pays les plus peuplés, n'utilisent pas ChatGPT, utilisent des IA chinoises. Sachant que les petits-enfants et les très belles personnes ne l'utilisent pas non plus, on est quand même pas mal dans l'utilisation de ChatGPT. Alors que veut dire ChatGPT? Chat, discussion, chat, discuter, ça c'est pas le problème. GPT, GPT. En anglais, donc, on a Generative Pre-Trained Transformer, c'est-à-dire génératif pré-entraîné transformer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le mot transformer, c'est la technique qu'il y a derrière. Et c'est une technique d'apprentissage. Les IA sont passées par différentes phases d'apprentissage, tout comme un enfant qui apprend à lire. Quand un enfant apprend à lire, à la base, il apprend d'abord l'alphabet, puis il déchiffre syllabe par syllabe, et vous savez, il suit encore avec son doigt ou avec une latte pour être sûr d'être au bon endroit de sa lecture. Il n'a pas une vision globale, l'enfant qui lit. D'ailleurs, quand il lit à haute voix, il a du mal à donner une bonne intonation, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il va suivre. Vous avez eu ça l'expérience avec vos élèves, quand il y a un point d'interrogation, une point d'exclamation à la fin, ils ont du mal à le faire, l'intonation, parce qu'ils n'anticipent pas. Ça, c'était la version précédente. Maintenant, les langages, les LLM, les larges langages modèles, utilisent l'aspect transformer, c'est-à-dire qu'au lieu de déchiffrer mot à mot, syllabe à syllabe, ils utilisent en contexte. C'est comme si vous, quand vous lisez, vous voyez déjà le premier mot et le dernier mot, et que vous avez une espèce de photographie générale. Ce qui fait que vous lisez plus vite, vous lisez mieux, vous comprenez mieux, vous anticipez mieux, vous en tant que lecteur. C'est la même chose pour l'IA. Il visualise le concept. Pour ça, il a dû être entraîné, pré-entraîné. Entraîné comment? Dans toutes les versions précédentes, en fait. Toutes les versions précédentes ont servi à l'entraînement. Pendant des années, nous, le public, les gens, avons entraîné l'IA sans même nous en rendre compte à ce moment-là. Vous souvenez-vous, par exemple, de tous ces captcha, de tous ces trucs quand vous rentrez dans un site où on vous demande de déchiffrer des lettres et des chiffres qui sont super mal rédigés, avec des petits gribouillis devant et qu'on vous demande de taper ça pour prouver que vous êtes un être humain. Et puis après, on est passé à autre chose, où sur une photo de rue, il a fallu reconnaître les vélos, les feux rouges, les pompiers, et différentes choses comme ça. Quel était l'intérêt pour nous? Combien de personnes parmi nous se sont fait avoir et ont dû recommencer plein de fois parce qu'ils avaient oublié une moto, parce qu'ils n'avaient pas bien vu tel chiffre? Enfin, ça m'est arrivé plein de fois, j'imagine vous aussi. À quoi ça servait? Pas tellement à prouver qu'on était un humain. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils ne nous demandent plus quasiment ça, il suffit de cocher, je prouve que je suis un humain et ça suffit. Ça servait à quoi? Ça servait à entraîner l'IA. Des milliards de gens comme nous, à chaque fois qu'on se connectait quelque part, moi, vous et tous les autres de la planète, à chaque fois, on apprenait à l'IA, on entraînait l'IA à dire ça c'est un feu rouge, ça c'est pas un feu rouge. Ça c'est un V, ça c'est un J, ça c'est une lettre. On l'a entraîné dans des conditions extrêmes. À force, maintenant, il sait. Mais c'est nous qui l'avons entraîné, évidemment. Donc si aujourd'hui on en est là, et si aujourd'hui le transformer fonctionne, c'est aussi grâce à nous sans le savoir. On l'a entraîné sans être au courant. Comme ça au moins vous savez pourquoi vous avez dû reconnaître les feux rouges pendant quelques temps. Le pré-entraînement c'est ça, le transformateur c'est ça, et génératif, c'est l'essence même de l'IA, c'est une IA générative, elle génère. Et le mot est important, elle ne crée pas, c'est pas la création. Elle ne copie pas. Elle ne va pas chercher un truc tel quel quelque part pour le remettre autre part. Elle génère quelque chose sur base de tout ce qui existe déjà. C'est la génération.